Coucou, c'est le tutorat. Aujourd'hui, on va corriger 3 QCM de la colle du 1 de ce mardi. On va commencer par le QCM 8 qui porte sur les acides bases. On nous parle d'une solution qui contient 10 ml d'acide sulfurique à 0,35 molaire, 10 ml d'acide chlorhydrique à 0,30 molaire et 80 ml d'eau. Item A, le pH de cette solution est égal à 1. L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique sont deux acides forts. Du coup, on va utiliser la formule suivante. pH égale moins log de la concentration en H3O+. La seule donnée qu'il nous faut, c'est la concentration en H3O+, dans la solution. Pour calculer cette concentration ou cette molarité, il nous faut la quantité de matière pour la diviser par le volume. Le volume de la solution est connu, puisqu'on a 10 ml d'une solution d'acide sulfurique, 10 ml d'une solution d'acide chlorhydrique et 80 ml d'eau. On a donc 100 ml au total. Ce qu'il nous manque, c'est la quantité de matière. La quantité de matière des ions H3O+, découle de la quantité de matière des acides mis en solution. On va donc d'abord calculer la quantité de matière d'acide sulfurique dans notre solution. On sait que notre acide sulfurique est concentré à 0,35 mol par litre. Ça veut dire que dans un litre, il y a 0,35 mol. Si on fait un produit en croix pour connaître la quantité de matière qu'on a dans 10 ml, qui est la quantité ajoutée dans la solution d'après l'énoncé, on obtient quantité de matière d'acide sulfurique égale 0,35 fois 10 ml. On doit convertir les millilitres en litres et on obtient 0,35 fois 10, 10 puissance moins 3, ce qui nous donne 0,0035 mol, soit 3,5 10 moins 3 mol. Mais attention, on ne peut pas conclure tout de suite sur la quantité de matière d'H3O+, qui en découle. Effectivement, l'acide sulfurique donne 2 ions H3O+, donc on doit multiplier par 2 la quantité de matière que l'on vient d'obtenir. On obtient donc 7 fois 10 puissance moins 3 mol d'H3O+. Mais attention, là non plus il ne faut pas s'arrêter. Il nous manque encore les ions H3O+, qui découlent de la mise en solution de l'acide chlorhydrique. On utilise la même méthode que précédemment pour trouver la quantité de matière d'acide chlorhydrique dans notre solution, en se basant sur la concentration et le volume donnés dans l'énoncé. On refait un produit en croix et on obtient une quantité de matière de 0,0030 mol, soit 3 fois 10 puissance moins 3 mol. Cette fois, on n'a pas besoin de multiplier par 2 notre résultat, parce qu'une molécule d'acide chlorhydrique ne donne qu'un ion H3O+. En effet, on voit qu'il n'y a qu'un seul H dans la molécule HCl. On a donc une quantité de matière d'H3O+, qui découle de l'acide chlorhydrique de 3 fois 10 puissance moins 3 mol. On n'a plus qu'à ajouter nos deux quantités de matière et on obtient une quantité de matière totale d'ion H3O+ dans la solution de 1 fois 10 puissance moins 2 mol. Mais c'est la concentration qui nous intéresse pour calculer le pH. Donc on pose le calcul simplement. La concentration en H3O+, c'est la quantité de matière sur le volume. On a donc 1 fois 10 puissance moins 2 sur 100 ml, ou 1 fois 10 puissance moins 2 sur 1 fois 10 puissance moins 1 litre. Parce qu'il faut faire bien attention aux unités si on veut obtenir une concentration en mol par litre. On obtient une concentration de 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Il suffit maintenant d'appliquer simplement la formule du pH que l'on a donnée tout à l'heure, et on obtient un pH qui est égal à 1. L'item A est vrai. Item B. Pour calculer le pH de cette solution, il convient d'utiliser la formule suivante. pH égale 1,5 pKa moins 1,5 log de AH, soit la concentration en acide. La formule donnée dans cet item est utilisée pour calculer le pH d'une solution d'acide faible. Ici, on est face à deux acides forts, donc on utilise la formule que l'on a utilisée dans l'item A. pH égale moins log de la concentration en H3O+. L'item B est faux. Item C. L'acide sulfurique, H2SO4, est un acide faible. C'est faux. S'il y a bien un acide que tout le monde connaît, c'est celui-là, et tout le monde sait qu'il est plutôt corrosif. C'est un acide fort, et même un diacide fort, puisqu'il libère 2 ions H3O+. Il est généralement précisé dans l'énoncé si l'acide ou la base est fort, forte ou faible. Mais il y a une petite liste d'acides et de bases que vous allez rencontrer très fréquemment, dont il vaut mieux savoir s'ils sont faibles ou forts. C'est le cas par exemple de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique, mais aussi de la soude, NaOH, ou hydroxyde de sodium, qui est une base forte. Item D. L'espèce HSO4- est amphotère. Une espèce amphotère, ou ampholyte, est une espèce pouvant se comporter à la fois comme une base et comme un acide. HSO4- peut se comporter comme un acide et donc perdre un proton et devenir SO4-. Mais il peut aussi se comporter comme une base et accepter un proton pour devenir H2SO4 ou acide sulfurique. C'est donc bien une espèce amphotère. L'item D est vrai.
Item E. Le volume d'eau présent dans cette solution influence la valeur de pH. L'eau est un composé neutre, mais elle dilue les acides dans la solution. Cela fait diminuer leur concentration et par conséquent la concentration en H3 ou plus, et cela va contribuer à augmenter le pH, à rendre la solution moins acide. L'item E est vrai. Attaquons-nous au QCM 37. Bien que pas très difficile, il est possible de s'embrouiller rapidement. Je vous conseille d'écrire sur votre sujet le jour J et d'annoter votre schéma avant d'attaquer la résolution du QCM et de vous embrouiller l'esprit. On a ici la représentation de la transcription d'un ARN. La transcription, qu'est-ce que c'est ? Chez les eucaryotes, la transcription est une étape intermédiaire pour passer du gène à la protéine. Elle permet la formation d'un transcrit primaire à partir d'un ADN double brun qui contient des exons, qui est la partie codante, et des introns, partie non codante. Le transcrit primaire ne pourra ensuite pas produire de protéines s'il ne subit pas de maturation, c'est-à-dire un coiffage en 5', une polyadénylation en 3' et un épissage qui consiste à exciser les introns et à relier les exons entre eux. Tout ça conduit à la production d'un ARNM qui sort ensuite du noyau, et c'est dans le cytoplasme que se déroule enfin la traduction. Je vous laisse faire pause pour prendre connaissance des différents items du QCM. Intéressons-nous maintenant d'un peu plus près à cette figure. C'est donc une représentation de la transcription. L'ARN polymérase glisse sur l'ADN pour permettre l'extension de l'ARN. Cette extension se fait dans le sens 5', 3'. En vert, c'est indiqué par la figure, on retrouve l'ARN transcrit. En bleu, c'est l'ADN, et en gris, on a l'ADN polymérase. L'item A nous propose le chiffre 1 correspond au brin codant. Le brin codant, ou brin non transcrit, correspond au brin qui sera identique à l'ARN, sauf que le T de l'ADN est remplacé par le U dans l'ARN. Sur ce dessin, il correspond au brin d'ADN annoté par le numéro 3. A l'inverse, le brin transcrit, aussi appelé brin non codant, sert de matrice et c'est à ce brin qu'est associé l'ADN pendant la transcription. Sur cette image, ça correspond au brin d'ADN annoté avec le 1. En 1, on n'a pas le brin codant, mais on a bien le brin transcrit. L'item A est donc faux. Faites bien attention à ne pas confondre ces deux notions le jour du concours, une confusion est vite arrivée. L'item B nous propose que le chiffre 2 correspond au brin positif. Qu'est-ce que cette notion de brin positif ? Il s'agit tout simplement d'un synonyme de brin codant, qui peut aussi être appelé brin sens. A l'inverse, un brin négatif est synonyme de brin non codant ou de brin transcrit, il peut aussi être appelé brin antisens. Tout cela semble peut-être un peu abstrait, mais il suffit de remettre tous ces termes un peu au clair. Les notions de brin codant et de brin transcrit parlent d'eux-mêmes. L'extension de l'ARN se fait dans le sens 5', 3'. Le brin d'ARN en train d'être formé est dans le même sens que le brin codant, c'est donc le brin sens, alors que le brin transcrit est dans le sens inverse au brin d'ARN qui se forme, c'est donc le brin antisens. Et enfin, pour retenir à quoi est associé le terme positif ou négatif, le terme antisens fait penser à l'inverse, au contraire, et je l'ai toujours plus ou moins intuitivement associé à la notion de brin négatif. Le brin positif est bien désigné par le chiffre 2. L'item B est donc vrai. Dans l'item C, on nous dit que le chiffre 3 correspond à l'extrémité 3' du brin d'ADN. On a vu que l'extension du brin d'ARN se fait dans le sens 5', 3'. Le brin codant est dans le même sens que le brin d'ARN qui est en train de se former. L'item C est donc vrai. Pour l'item C, l'énoncé dit que le chiffre 4 correspond à l'extrémité 3' du brin d'ARNM néosynthétisé. D'après ce qu'on a trouvé tout à l'heure, le chiffre 4 désigne l'extrémité 5' de l'ARN. L'item D est donc faux. Juste pour compléter notre petit schéma, le brin antisens a donc l'extrémité 3' à gauche et l'extrémité 5' à droite. L'item E dit que le chiffre 5 correspond aux nucléotides qui vont être ajoutés au brin d'ARN, de l'adénine et de l'uracile entre autres. On voit bien ici que c'est ce qui est indiqué par le schéma. L'item E est donc vrai. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tenez le coup, on vous souhaite plein de courage.